La question de la mort, de notre mort, de celle de nos proches, est-elle encore taboue ? Comment la vivre ? Comment faire reculer cette échéance ? Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'accompagnement. Les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est ? Et la question de l'euthanasie, pourquoi fait-elle débat ? Peut-on, doit-on mourir dans la dignité ? Comment ? Autant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre dans ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire « Qu'en pense-t-on ?» Mais auparavant, je vous propose de regarder tous ensemble un documentaire réalisé par le BTS audiovisuel du lycée Sugère intitulé « La douleur embrassée ». Est-ce que j'ouvre plus les volets ? Les volets ? Est-ce que je les ouvre ? Vous me donnez le bras ? Bien sûr, nous savons qu'il vient un temps où nous devons faire le voyage. Et dans cette dernière chambre sans berceau, nous cherchons vainement la barque qui nous portera. Rester digne, ne pas laisser les douleurs faire de notre dernière vie un cortège de tourments. D'accord ? Essayez de prendre le verre. Essayez de le prendre. Chaque jour, ces hommes, Allez. ces femmes nous accompagnent au fil de l'eau. Je vous laisse ça dans la main, c'est pour nous appeler. Chaque jour, D'accord, le bouton rouge. ils construisent avec nous les marches du palliatif. Le soin palliatif, c'est le complément ou l'opposition des soins curatifs. Les soins curatifs se donnent pour objet de guérir le patient de sa maladie. Le soin palliatif va se donner pour objet, dans l'hypothèse où on n'a pas la possibilité d'envisager une guérison d'une situation, de faire en sorte que les soins se poursuivent et qu'il n'y ait pas un abandon des soins, mais des soins qui vont pallier la situation, c'est-à-dire se donner pour objet d'assurer les meilleures conditions de vie possibles pour le reste de temps qu'il y a à vivre. On évite l'acharnement thérapeutique et on se concentre sur les soins de confort. Donc ça peut atteindre des patients qui sont jeunes, des patients moins jeunes, des patients plus âgés. On est dans l'accompagnement. Donc on est entre les extrêmes qui sont l'abandon, où on dit de toute façon il n'y a rien à faire, donc ne faisons rien, et l'acharnement qui dit eh bien on va essayer ça, et puis on va peut-être essayer ça, ou peut-être que ça va marcher, en sachant pertinemment que ça ne marchera pas. Il arrive assez souvent que le patient, tout en fin de vie, on ne puisse plus vraiment communiquer avec lui, il soit sinon dans le coma, disons dans un état tel qu'on ne peut plus communiquer. À ce moment-là, le travail continue, si je veux dire, il continue avec les familles. C'est les moments les plus difficiles, je pense, et où on a le plus de mal à clore les choses. On va l'accompagner du mieux qu'on peut. Il est bien, il est serein, on va arrêter de dramatiser. Dans ce long couloir, les jours pourraient succéder aux jours. La douleur pourrait s'enchaîner à la douleur. Comment se soulager de cette profondeur ? Le but, c'est d'accompagner. Ce qu'on peut dire, nous professionnels qui travaillons en soins palliatifs, notre constat, c'est qu'une unité de soins palliatifs, aujourd'hui du moins, on constate souvent qu'on a plus tendance à arrêter beaucoup de médicaments qui sont institués de manière, entre guillemets, exagérée, et non pas en disant de toute façon il n'y a rien à faire, on va tout arrêter, mais on constate, et on a fait quelques études qui un petit peu nous encouragent dans ce sens, que l'état de santé, entre guillemets, ou du moins la qualité de vie des patients, s'améliore de beaucoup quand on arrête beaucoup de médicaments qui sont absolument inefficaces et même délétères. Merci. On est vendredi 25 mars. Il y a une opposition historique entre les initiateurs des soins palliatifs et puis la position d'associations qui militent pour l'euthanasie. L'euthanasie, c'est vouloir donner la mort aux malades.
et le faire. Les soins palliatifs, c'est de se dire plutôt soulager un symptôme, soulager une détresse. Et la loi Leonetti, d'ailleurs, nous permet, dans certaines situations, d'engager une démarche thérapeutique chez un malade, là encore, qui est en fin de vie, même au prix d'un raccourcissement de quelques jours, par exemple, de la vie. Les soins palliatifs, c'est pour le patient, mais c'est aussi beaucoup pour l'entourage. Et c'est aussi un aspect intéressant, je vais dire, de ça. Il faut savoir que les soins palliatifs ont toujours été issus d'une démarche religieuse, notamment protestante, puisque ça s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons. Cette décision d'avoir un lien avec les professionnels de la religion, c'est une décision qui revient au patient et à sa famille. Et nous facilitons les demandes qui peuvent être des demandes ponctuelles, qui peuvent nous arriver qu'il y ait des demandes de personnes qui décident de décéder chez elles, ils ont le droit. C'est rare actuellement, mais il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, 75%, on va dire une vingtaine d'années, 75% des gens décédaient chez eux. Aujourd'hui, on est sur les chiffres inverses. On a environ 80% des gens qui décèdent, sinon plus, à l'hôpital, et très peu qui décèdent à domicile parce que ça nécessite des conditions particulières, vous le comprenez bien. Les établissements hospitaliers en général, soit publics ou privés, sont financés par ce qu'on appelle l'activité, c'est-à-dire que chaque séjour est rémunéré par l'assurance maladie ou tout autre organisme payeur. Et donc plus les séjours sont courts, et plus dans la même structure on peut en faire. C'est comme fabriquer des boulons d'huîtres. Et donc, c'est antinomique avec des soins qui consacrent beaucoup de temps. Mais on me donne des objectifs, c'est-à-dire le nombre de séjours que je dois faire en soins palliatifs. Et si j'ai pas atteint l'objectif, on me dit qu'il faut raccourcir les séjours. Mais ça va pas aller très bien dans les années qui viennent. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis diplômé. J'ai pris mon poste ici. C'était une démarche personnelle de venir en soins palliatifs. On est toujours dans une perpétuelle communication avec le patient. Même est-ce qu'aujourd'hui vous voulez prendre une douche? Non, je suis trop fatigué, pas de problème. On fera juste on vous fera juste une toilette de chat ou tout ça. Il y a toujours une communication qui est extrêmement importante, qui est liée à l'organisation. Et ça permet de créer un climat. Le fait qu'il y ait toujours une communication, il y a une forme de confiance qui est un petit peu plus développée et c'est surtout, c'est sur beaucoup de points. On dit toujours qu'on est des soignants de l'ombre et on est dans un climat de confiance tout simplement parce que le principe des soins palliatifs, c'est que on est disponible. Quand le patient a besoin, on est là. On n'est pas trop intrusif dans la vie. Donc ça crée vraiment un climat de confiance qui fait que il y a toujours un fossé entre l'ancienne hospitalisation et celle qui arrive ici. Être infirmière et de le faire avec les compétences que j'ai. Pour moi, il faut que je puisse avoir un contact avec le patient. Ce qui n'empêche que je fais les actes techniques comme n'importe quelle infirmière, parce que justement, quand on parle de confort, c'est justement la priorité, c'est la douleur. Le premier symptôme, c'est apaiser la douleur, ensuite apaiser l'anxiété, puis ensuite tous les symptômes qui sont liés à la chimiothérapie, par exemple, comme les nausées, les vomissements, des choses qui peuvent perturber justement le confort du patient. Parce que le patient, il arrive, il est dans une situation quand même où, quelque part, quand il arrive en soins palliatifs, il a déjà fait un bout de chemin par rapport à sa maladie. On connaît tous les deux l'enjeu du pourquoi il est ici, et je pense qu'il nous accorde aussi sa confiance. Enfin, c'est pas comme s'il se remettait à nous, mais il nous donne sa confiance. Et donc, je pense que de ce fait-là, la relation s'établit plus rapidement. C'est pas pareil avec tous les patients. Il y a des patients qui sont dans le déni, et donc qu'il va falloir apprivoiser petit à petit et les emmener vers un cheminement un petit peu différent, mais dans la majorité des cas, quand même, ils sont quand même assez bien informés sur leur pathologie quand ils arrivent ici, et donc on les accompagne dans cette démarche-là. Voilà. C'est l'ascension, là, on monte.
Alors quand il est rentré donc, au niveau des soins, donc au 3e étage, là on a senti, bon c'était quand même très grave, c'était brut, c'était assez brutal, donc je dirais qu'il s'est effondré, parce que moralement c'est vrai qu'il était affaibli, il n'était pas bien, donc là il s'est renfermé dans une coquille en se disant « il m'arrive quelque chose de grave ». Je pense qu'il a dû réaliser, mais là il s'est bloqué. Et à partir du fait que nous on a discuté avec le médecin, il nous a expliqué comment réagir si le patient le demandait, à lui donner l'explication, c'est ce qu'on a fait. Et là, à partir de là, il a dédramatisé, je pense, dans sa tête, même s'il l'a compris, comprend l'ampleur de la chose. Il est où? Hein? Et c'est vrai que le soin qui est apporté autour, c'est vers lui, mais c'est aussi vers nous, parce qu'ils sont très présents. Ils sont présents dans leur gentillesse, dans leur accompagnement, toujours disponibles, toujours un sourire, on ne vous rembarre pas. Donc ça c'est génial quoi. C'est pour nous, je dirais, c'est essentiel parce que dans les autres services classiques, on n'a pas ça. Vous allez faire? Vous n'allez pas manger ce soir? Non? Ça va? Je pense qu'ils répondent exactement à toutes les questions qu'on pourrait avoir dans la tête qui trottent. Et puis autant sur la technique, parce que des fois on ne sait pas trop. Et puis il nous rassure sur toutes les petites choses. Je dirais, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on va lui donner assez à manger? Oui, tout de suite. On nous dit, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est toujours le petit mot, je dirais, qui pour nous, on le capte très bien. Il y a de la technique derrière, parce que si on arrête de donner à manger, on sait très bien que... Voilà. Mais ça nous rassure aussi. Voilà. Personnellement, disons, je fais comme à la maison. J'ai des enfants. Les enfants, on les écoute, on s'en occupe. Et quand ils sont tristes, on est proche d'eux, on les écoute, on les encourage. Et exactement pareil. Et surtout quand ils sont malades, on est encore plus proche, plus attentionné. J'ai un rôle d'accompagnant à travers un état de maladie qui, certes, ne va pas vers la guérison, mais vers, on va dire, un état stationnaire ou le décès. Ça fait quand même partie de ma vie, donc je peux pas me dire, bon, je suis chez moi, j'ai plus rien dans ma tête de mon travail, ça serait mentir. Même s'il peut y avoir de l'amitié et je vais pas dire une forme d'amour, mais voilà, qui peut naître dans une relation, mais je suis un accompagnant à travers un système de soins. Un patient qui vraiment n'a pas envie de manger, et quand on arrive à lui faire avaler 2-3 cuillères, vous ne savez pas quel bonheur on ressent. C'est vendredi. Voilà. Bien sûr, ce long couloir, nous le redoutions. Et nous découvrons secrètement que nous partirons avec une douce musique, celle de notre douleur embrassée. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour une nouvelle émission de Qu'en pense-t-on avec des questions qui font débat. Quel regard portons-nous aujourd'hui sur la mort, la nôtre, celle de notre entourage? Comment appréhende-t-on la fin de vie? Comment appréhende-t-on la douleur, la prise en charge de cette douleur? Avons-nous les moyens de garantir la dignité en fin de vie et comment? Soins palliatifs, euthanasie, questions d'éthique, questions juridiques. Pour en parler et pour comprendre, nos invités ce soir.
Patrick Tominet, vous êtes cadre infirmier enseignant et auteur de plusieurs écrits sur les soins palliatifs. Martine Nectou, vous êtes infirmière, membre de l'équipe scientifique permanente de l'Observatoire national de fin de vie et vous êtes par ailleurs formatrice au Centre de ressources nationales en soins palliatifs. Philippe Loéac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et Jean-Louis Vildé, vous êtes médecin retraité, membre du Conseil consultatif national d'éthique. Merci d'être avec nous ce soir pour poser le débat. Je vous propose un témoignage, celui de Colette. Colette vient d'être prise en charge par l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne. Elle nous explique son admission qui s'est faite à sa demande. Eh bien, je suis entrée la veille de ma fête, le 5 mars. La veille de la Sainte-Colette. Oui, c'est moi qui l'ai demandé parce que je voyais bien que ça allait pas. Il m'explique que si je prenais tel ou tel médicament, j'irais mieux. Ça, c'est sûr qu'on est pris en main. Je suis arrivée un samedi soir. On m'a pas laissé 3 heures sans s'occuper de moi. Jean-Louis Vildé, je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes membre du Conseil consultatif national d'éthique. Aujourd'hui, notre société est-elle dans le déni de la mort? Est-ce qu'elle s'en détourne? Est-ce qu'elle ne veut pas la regarder? La mort est une situation de violence, indiscutablement, pour chacun et collectivement. Je crois que depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, des efforts ont été faits et la société a perçu que la mort est une chose qu'il ne fallait pas cacher. Est-ce que notre regard sur la mort a évolué au cours de ces dernières années? Je pense qu'elle a pris conscience que la société pouvait intervenir pour soulager, pour aider, pour accompagner. Je me tourne vers Philippe Loéac, vous êtes délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous êtes également engagé dans la lutte contre le sida. Le sida a fait son apparition dans les années 80, une mort très violente. Est-ce que ça n'a pas sensibilisé une génération plus jeune à la mort? Les malades du sida, qui étaient principalement membres de la communauté homosexuelle, étaient des personnes qui, à l'époque, en savaient autant que les médecins, ou bien, pour être exact, aussi peu que les médecins. Et ils ont dit aux médecins, si vous voulez nous faire absorber des médicaments, il va falloir nous dire pourquoi, et avec quel effet, et quel est le terme. On est toujours dans l'avantage que nous a apporté cette démocratie sanitaire. Il y a eu des évolutions. On peut y revenir avec vous, Monsieur Vildé, sur justement la loi Leonetti, qui date de 2005, qui a évolué un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que je pourrais dire, ce cadre juridique? Oui, la loi Leonetti a marqué un tournant, a fixé l'esprit de la loi. C'est son rôle, sans entrer toujours dans... Alors que dit cette loi, justement? Cette loi, par exemple, veille à garder l'autonomie et bien sûr la dignité et le respect qui est dû à la personne vulnérable, au mourant. Et la première chose, c'est que les soins qui rentrent dans le cadre d'une obstination déraisonnable, c'est le mot, eh bien, ne doivent pas être entrepris. Le malade peut refuser les soins, et à ce moment-là, il faut lui expliquer ce qui risque de se passer, les conséquences de cela, mais il a le droit. Et lorsqu'il n'est pas conscient, qu'il ne peut pas exprimer ce refus, eh bien, il y a toute une procédure collégiale de personnes de confiance qu'il aurait désignées avant. Donc il y a un encadrement. Je crois qu'on a une question du public. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Antoine et j'aurais une question, c'est depuis combien de temps environ existe-t-il les soins palliatifs en France? La loi sur les soins palliatifs date de 1999. Le travail... Ça existait déjà avant? Oui, bien sûr. On peut commencer au Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'idée d'accompagner des patients en fin de vie, je dirais d'accompagner tout simplement des personnes qui arrivent en fin de vie, ce n'est pas du tout quelque chose qui est arrivé à la fin du XXe siècle dans les hôpitaux. C'est traditionnellement ce qu'on faisait dans les familles lorsqu'on accompagnait un proche qui était en train de mourir. Très rapidement, nous avons été confrontés en Occident, en tous les cas, à la problématique du sida, qui, je pense, on en a parlé tout à l'heure, a été quelque chose qui a boosté
les pouvoirs publics et qui a probablement fait avancer les soins palliatifs plus rapidement qu'ils n'auraient été probablement mis en place si on avait uniquement raisonné comme on l'a fait dans les années 80 sur la problématique du cancer. Alors justement, le travail dans ces soins palliatifs, je vous propose de retrouver Catherine. Elle est infirmière à l'hôpital Henri Mondor dans l'unité de soins palliatifs. Témoignage recueilli par le BTS audiovisuel du lycée Sugère. On est donc une équipe mobile, hein. On est mobile sur tout l'hôpital en fait, et on intervient à la demande des médecins dans les services. Donc les soins palliatifs, ça signifie pas obligatoirement fin de vie, c'est plutôt tous les soins de confort qu'on peut apporter par rapport aux traitements qui sont mis en place. On a le cas d'une dame qui, après mûre réflexion, a décidé de ne pas poursuivre les traitements par chimiothérapie. On va orienter sa prise en charge différemment pour la soulager du mieux possible et puis l'accompagner dans la vie, dans le temps qui lui reste. Martine Nictou, vous êtes infirmière, vous êtes également formatrice. Dans ces unités de soins palliatifs, il y a des infirmières, il n'y a pas que cela, il y a tout un petit groupe qui travaille pour le bien-être du patient. En effet, je crois que la notion d'équipe est fondamentale. Concevoir de pouvoir accompagner seul un être qui s'achemine vraiment vers ses derniers jours serait à la fois illusoire, prétentieux et nous mettrait certainement à mal. Donc vous avez tout à fait raison d'insister sur cette notion d'équipe parce que je crois qu'en effet, la personne en fin de vie attend de nous un véritable engagement, une qualité de présence, des compétences. Ça veut dire une formation spécifique aussi ? Bien évidemment. Et une formation, plus long, tout au long de sa carrière, puisque cet enseignement aujourd'hui se trouve heureusement inclus dans la formation initiale des médecins, dans la formation initiale des infirmières, des aides-soignantes et d'autres professionnels. En palliatif, vous pouvez évoquer la palette, je dirais, des métiers qui se trouvent dans ces unités ? Alors, la liste pourrait être longue. En unité de soins palliatifs, bien sûr qu'au-delà des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, vous trouverez également, bien évidemment, des kinésithérapeutes. Vous trouverez la possibilité de rencontrer une art-thérapeute, un clown en unité de soins palliatifs. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui peut répondre ou qui veut répondre, est-ce qu'on est tous égaux face à l'accès aux soins palliatifs aujourd'hui en France ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a partout ? Je vais vous répondre. 1,5 litre de soins palliatifs en France, 40% des départements qui n'ont pas de soins palliatifs, des régions entières qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Le rapport de Marie de Wenzel dit qu'il y a 15% seulement d'entre nous qui auront accès aux soins palliatifs lorsqu'on sera en fin de vie. Le reste d'entre nous n'aura accès à rien. Mais Patrick Tominet, quand on disait tout à l'heure 70% des décès ont lieu aujourd'hui en milieu médical, c'est un chiffre qui augmente, qui diminue. Comment évolue-t-il ? 57% de décès à l'hôpital, 26% à domicile, 11% en maison de retraite. Et on voit en effet une évolution avec une diffusion de cette culture palliative. Évolution dans quel sens alors ? Évolution de... Plus vers la maison ? Entre autres. Et on sait combien les Français sont attachés, en effet, à cette perspective-là. Alors Philippe Lohéac, on parle de l'accompagnement en fin de vie. Vous êtes un militant de l'euthanasie. Là, c'est vraiment le choix de décider d'arrêter de vivre et donc de mourir. Je ne suis pas un militant de l'euthanasie, je suis un militant de la liberté. Et qui dit Alors pour liberté, vous, la loi Leonetti ne permet pas d'être libre. La loi Leonetti, c'est une loi qui permet de hâter la mort. Nous, on dit à partir du moment où cette loi permet de hâter la mort, autant que ce soit de manière claire et non hypocrite, et que ça ne se passe pas en 8 jours, comme Hervé Pierrat, ou à coup de doses de morphine un peu sous le manteau, comme ça, faisons les choses Martine Nictou, clairement. Est-ce qu'on peut parler de doses de morphine sous le manteau ? On ne peut pas laisser dire qu'il y a en effet des traitements sous le manteau. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Mais vous êtes là aussi pour apporter votre point de vue. Dans la démarche, en effet, palliative, concernant des professionnels compétents sur le sujet, eh bien oui, on sera toujours dans la recherche du sens que nous donnons à nos soins et de l'intentionnalité qui sous-tend notre démarche. Alors Jean-Louis Vildé du Conseil consultatif national d'éthique, là justement, on est en plein dans l'éthique. Absolument, absolument. La question de l'euthanasie
dans notre société, c'est considéré comme retirer la vie volontairement à quelqu'un. Alors, c'est vrai que la loi, il y a des questions qui ne sont pas complètement tranchées, j'en conviens. L'assistance à la mort d'autrui, l'intention de tuer. Et c'est là où la question des doses de morphine, c'est des doses de morphine qui sont données, mais pas dans l'intention de tuer, en sachant que, c'est dit dans la loi, elles peuvent avoir des effets nocifs également, mais d'abord on soulage. Mais si on fait mourir, la loi dit, le décret dit, si on fait mourir, ça n'est pas grave. Il faut rappeler quand même que c'est pas grave. En France, selon l'ancien président, c'est le décret, l'ancien président de réanimation en langue française, le professeur Lemaître, estime à 15 000 à 20 000 euthanasies illégales par an en France. Et un grand professeur de médecine, qui est le professeur Israël Nizan, qui est quelqu'un de tout à fait bien, au mois de janvier dernier, dans Le Parisien, explique « Je suis contre la loi, mais j'aide des personnes à mourir à la demande de la famille. » Nous, on dit à la demande de la famille. On est vraiment arrivé au cœur avec cette question de l'éthique. On a compris que la ligne était vraiment très très fine. On aura évidemment, c'est un débat de société qui revient de manière régulière. Merci pour la qualité de vos écoutes à chacun, de l'un et de l'autre, du respect. Merci également à tout le public qui est venu ici aujourd'hui, dans ce lieu de la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous accueillait aujourd'hui. Et puis rendons hommage évidemment à tout le personnel des soins palliatifs pour cette ferveur qui anime chacun et chacune. La semaine prochaine, un nouveau numéro de Qu'en pense-t-on ? Bonsoir.